on est aujourd'hui avec Jean-Christophe Bieselard. Donc vous êtes auteur du livre Vivre le couple interculturel. Il y a aujourd'hui environ 30 000 mariages franco-étrangers en France. Comment vous est venue cette idée de cet ouvrage ? Bien écoutez, je suis pasteur et j'ai été pasteur aux États-Unis, également en France. J'ai toujours été quelque part, j'ai toujours rencontré des couples interculturels qui me demandaient, avant une célébration de mariage, une préparation au mariage. Et ces couples-là interculturels il y avait des choses visiblement qui allaient poser des problématiques. Ils venaient avec des questions très précises, celle de la dot par exemple, celle du mariage coutumier, différentes choses. Et je cherchais en fait des ressources qui pouvaient, moi en tant que pasteur, m'aider à les accompagner pour leur préparation au mariage. Et j'avais beaucoup de mal à trouver des choses. Donc j'ai finalement, étant frustré de ne rien trouver de spécifique, j'ai finalement entrepris un travail de recherche dans lequel je me suis lancé depuis quelques années. Et en fait, votre mariage interculturel personnel était en fait cette première étape de recherche, d'études, d'approfondissement du sujet pour écrire un bouquin ensuite ? Oui et non. En fait, d'abord, je suis né dans une famille multiculturelle dans laquelle il y a beaucoup d'origines différentes. Mon nom est un nom d'origine hollandaise. Il y avait des personnes de nationalités différentes, même de religions différentes. Donc j'ai toujours baigné dans un milieu qui était très très divers, où chacun exprimait différents points de vue sur différentes choses, que ce soit sur la nourriture ou que ce soit sur la religion. Et c'est vrai que après, je me suis marié à quelqu'un qui est japonais depuis 20 ans. Mais finalement, lorsqu'on se marie, on ne se rend pas compte. Au début, tout est un petit peu innocent, charmant. On ne se rend pas compte finalement de tout le travail qu'on va devoir faire pour pouvoir avoir un mariage interculturel qui soit le moins conflictuel, problématique possible. On dit que les mariages interculturels connaissent un plus haut taux de divorce. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Et si oui, pourquoi ? Alors, il y a beaucoup de choses derrière ça. Le on dit, qui dit, et puis ça nécessiterait une définition vraiment des termes. D'abord, quand on dit que les couples interculturels divorceraient plus, de qui parle-t-on ? De quel couple parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de couples interculturels, c'est-à-dire franco-étrangers, des couples mixtes, tels que c'est le critère défini actuellement et retenu actuellement par les statistiques françaises, ou est-ce que c'est peut-être également des couples interculturels beaucoup plus larges, par exemple qui pourraient avoir tous les deux la même nationalité, mais peut-être dont les parents viennent d'autres pays et qui ne sont pas forcément comptabilisés. Donc vous voyez déjà dans le on dit que les couples interculturels, de qui parle-t-on véritablement ? Ensuite, se poserait la question de savoir est-ce que finalement ces couples-là, si on arrivait déjà à bien les définir, est-ce qu'ils divorceraient à cause de leur interculturalité, véritablement ou pas ? Et ça, qui pourrait nous le dire et qui pourrait nous le prouver. Lorsqu'on divorce, on n'a pas véritablement les raisons précises de ça. Donc, derrière ce on dit, vous voyez que les choses sont assez compliquées à définir de manière scientifique. C'est très difficile de dire 50% de taux de divorce. Personne ne peut véritablement l'affirmer de manière scientifique aujourd'hui. Ceci étant dit, il y a une étude qui a été faite très sérieuse, il y a de ça quand même une quinzaine d'années, par deux chercheurs au CNRS qui ont fait une enquête sur 20 ans sur les couples interculturels, très très poussée, et qui a révélé que les couples interculturels, alors mixtes, franco-étrangers seulement, divorçaient légèrement plus souvent, mais légèrement plus souvent, que des couples qui étaient finalement de la même culture que les couples français. Mais jamais dans une proportion de 2 fois plus. Maintenant, malheureusement, cette recherche n'a jamais été mise à jour depuis, et donc on reste dans le on dit avec toute l'insatisfaction que ça peut produire. Alors, ça c'est le constat, et votre livre, par contre, c'est tout sauf un découragement à marier une personne d'une autre culture. On y voit beaucoup d'espérance, des idées pratiques. Finalement, vous avez décelé des chantiers sur lesquels il fallait que les couples multiculturels travaillent pour réussir en fait leur vie de couple. Oui, en fait, c'est un encouragement, mais c'est surtout peut-être une prise
une prise de conscience, ce livre-là, pour à la fois les couples, mais également leurs familles, et également leurs amis, de tout le travail qu'ils vont devoir faire tout au long de leur vie conjugale ensemble. Donc je donne des éléments à la fois très pratiques sur des stratégies conjugales que les couples vont pouvoir adapter. Je parle également de différences culturelles également, qui sont les différences culturelles de base. J'en ai retenu 7 sujets brûlants, mais il y en a beaucoup plus en réalité. C'est vraiment les 7 qu'on trouve systématiquement, quasiment à chaque fois à différents degrés. Et à travers finalement tout ça, l'idée c'est d'aider ces couples-là, leurs familles, également parfois leur communauté religieuse, à mieux les comprendre, à mieux les intégrer, à mieux les accepter dans toute leur diversité. Alors je propose effectivement quelques chantiers à la fin de mon livre, basés un petit peu sur des entretiens et basés un petit peu sur mon expérience également. Alors vous citez cette question notamment sur que les couples interculturels doivent travailler. On n'aura pas forcément le temps de toutes les voir ici, donc si vous deviez en citer seulement quelques-unes, quelles seraient les plus importantes ? Toutes sont importantes, mais celle de l'identité, c'est vraiment celle de départ. Qui est-on ou qui devient-on lorsqu'on se marie à quelqu'un qui est étranger ? Est-ce qu'on reste la même personne ? Est-ce qu'on va changer ? Est-ce qu'on devient, nous, un peu étranger également ou pas ? Dans quelle proportion ? Est-ce que ça va changer, du coup, mes relations avec ma famille, avec les membres de ma culture d'origine ? C'est la question de la loyauté, un peu. Oui, ça va être la question de la loyauté qui va devoir se mettre en place, s'affirmer, et puis peut-être se redéfinir également. Quelle est maintenant ma loyauté par rapport à ma culture, maintenant que je suis également tiraillé dans une autre ? Et vous voyez, ce qui est complexe dans les couples interculturels, c'est que c'est constamment en fait des chantiers, du travail à mettre en œuvre. Parce que si les choses pensaient et paraissaient être assez claires et assez fonctionnelles dans le contexte, par exemple ici en France, il suffirait d'une expatriation dans le pays de l'autre ou dans un pays qui est étranger à l'un et à l'autre pour que ce qui avait été mis en place ici en France ne fonctionne plus de la même façon. Donc voilà, la question de l'identité, c'est une question qui est une question de base, mais qui est constamment à travailler au sein de son couple, d'autant plus si le couple voyage. La question de la finance également, de l'argent. Comment est-ce qu'on va gérer l'argent, les finances ? Il y aura un budget voyage à prévoir qui sera exponentiel avec la naissance des enfants. Enfin, beaucoup d'autres questions comme ça qui se posent. C'est des questions très pratiques finalement, vraiment. Oui, tout à fait. Et des questions pratiques auxquelles les couples font face, mais que parfois ils ne discernent pas complètement lorsqu'ils se mettent en couple. Donc c'est pour cela qu'on essaie de donner ces chantiers-là, de présenter les choses de façon à ce que ces couples, leurs familles et leur communauté religieuse puissent les aider à rebondir un petit peu et être plus réalistes sur ce qui les attend. Merci beaucoup Jean-Christophe Biezelard. Oui. Merci de votre accueil. On rappelle juste du coup le titre de votre ouvrage, ça s'appelle « Vivre le couple interculturel ». Donc n'hésitez surtout pas. On rappelle aussi à tous ceux qui nous écoutent qu'on est en salle 3. Donc n'hésitez pas, on va parler de Made in France dans quelques toutes petites minutes, un événement pour les jeunes. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et comme promis, on se retrouve donc salle 3 pour parler d'un bel événement. C'est Made in France, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Ça se passe tous les 2 ans en principe, donc c'est pour la fin de l'année. Cette année, c'est du 30 décembre au 1er janvier. C'est à Valence. Et donc on reçoit Mickey Newberry. Donc vous êtes le cofondateur avec Damien Boyer de cet événement qui a vu le jour en 2005, en tout cas qui a vraiment commencé à fonctionner comme Made in France en 2005. Question simple mais efficace. Expliquez-nous déjà le concept de Made in France. Comment c'est venu cette idée ? Alors bonjour d'abord. Oui, bonjour. Alors notre idée, en fait, au tout départ, c'est né un autre événement qui avait lieu en Hollande, qui s'appelait Théma Mission, dans lequel on est allés tous les deux. On était des jeunes adolescents, on était un peu perdus dans notre vie, on avait nos bêtises de notre côté. Et on est allé là-bas et vraiment, on a été bouleversés parce qu'on a entendu un message fort, quelqu'un qui a partagé une expérience de sa vie, un témoignage qui nous a vraiment retourné. Et en revenant chez nous en France, on s'est dit, purée, mais nous, on a envie de vivre ça en France, quoi. Pas seulement à l'étranger ou en Europe avec d'autres jeunes, des milliers de jeunes, mais on a envie de vivre ça. Et ce message, c'était le message de la Bible. Et ce message, il nous a bouleversés. Et en revenant en France, à 17 ans, on a dit, il faut qu'on crée un événement pareil
qui a lieu au jour de l'an, qui donne à l'occasion des jeunes de prendre une décision pour leur vie. Et quand on est revenu chez nous, dans notre petit Vaucluse dans le sud de la France, c'était un peu plus compliqué qu'on l'avait imaginé, mais on a commencé à mettre en place des petits événements qui s'appelaient Interjeunes, tout petits, dans le but en fait de faire connaître ce message de l'évangile, de la Bible, autour de nous, à nos amis du lycée, du collège, etc., qu'on invitait à ces événements. Donc au début on était 80, 100, 200, 300, jusqu'en 2005 où c'est devenu national, où on était 1000 personnes. Et aujourd'hui, on prépare le prochain qui est dans 1 mois et demi. On attend presque 2000 jeunes. Alors vous dites jeunes. Qui c'est ces jeunes finalement? Puisque Made in France, ça se veut en tout cas être un événement d'évangélisation. Comment ça se passe? D'où viennent ces jeunes? Alors, jeunes, c'est vrai, Made in France est accessible à partir de l'âge de 15 ans. Mais notre moyenne d'âge, c'est 21 ans. Donc il y a des gens entre 15 et 35 ans à peu près. Donc ça fait une moyenne. Et vraiment, on axe tout notre programme en fait pour que ce soit vraiment accessible d'une part aux jeunes de cet âge-là, mais d'autre part à des personnes qui ne connaissent rien du tout de Dieu, qui ne sont jamais allées à l'église ou même qui sont réticents à aller à l'église. Donc tout notre programme est réfléchi et conçu pour que ce soit vraiment simple, accessible, tout en étant concret et évidemment profond. Alors concrètement, ce programme, qu'allez-vous proposer à la fin de cette année? Alors, MAD, vous savez, en anglais peut-être, ça veut dire fou. Donc Made in France, c'est pas Made in France, mais c'est Made in France, fou en France. Donc on essaie de créer à chaque fois un programme qui est un peu fou et quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire d'autres événements qu'on peut voir. Donc à l'intérieur de l'événement, il y a des concerts, il y a des ateliers de discussion, il y a des moments de chant, il y a du sketch, du théâtre. Bien sûr, comme si au jour de l'an, on est obligé de faire une grosse fête, mais une fête qui est cadrée, qui est saine. Mais vraiment, on s'éclate entre jeunes, même si moi, je ne suis plus trop jeune. 32 ans, je ne sais pas si c'est considéré comme jeune encore. Mais voilà, en tout cas, le contenu, il y a des ateliers de discussion, il y a des orateurs aussi qui abordent des thèmes précis. Et cette année, le thème, c'est Start. Avec tout l'univers du voyage, à chaque fois, on crée un univers avec des décors, des animations, etc. Et cette année, c'est le voyage. Donc on va vous inviter à un voyage, à une expérience, mais qui pourrait bien changer ta vie. Et comment ils savent, les jeunes que vous ciblez, qu'il y a cette invitation au voyage finalement? Comment vous allez les rejoindre, puisque vous ne voulez pas toucher les gens qui sont déjà tous les dimanches à l'église, mais les gens qui ne connaissent pas encore ce qui vous anime cette fois un peu particulière? Alors c'est toute la difficulté de la communication. Au début, quand on était tout jeune, on avait mis plein d'affiches partout dans notre ville, etc. Mais l'impact, il est assez compliqué. Donc le biais, en fait, c'est d'inviter les jeunes qui sont dans les églises, qui ont déjà vécu et qui vivent cette foi-là et qui ont vécu ce message de l'évangile, à inviter leurs amis de fac, leurs amis qu'ils ont au lycée, leurs voisins, leurs collègues avec qui ils partagent des événements sportifs. Mais vraiment, il n'aient pas peur de les inviter parce qu'on a créé cet événement pour ça, pour que les jeunes qui ne connaissent rien ou qui ont des préjugés, des a priori sur la religion puissent venir redécouvrir un message qui est frais et qui est vraiment vivant surtout. Comment est-ce qu'on cible les attentes de ces jeunes-là? Aujourd'hui, selon vous, de quoi ont besoin les jeunes pour s'amuser? Puisque vous le dites vous-même, c'est une soirée qui se veut saine, qui se veut sans alcool. Comment est-ce que vous avez pu trouver finalement ce qui peut faire que les jeunes s'amusent, même sans ça? Alors c'est très simple, c'est que dans notre équipe, on n'a que des jeunes. Mis à part moi, toutes nos équipes, on a à peu près 300 bénévoles qui travaillent avec nous et on a un noyau de 30 personnes qui organisent, qui réfléchissent le concept, etc. Et la majorité de ces personnes-là sont des jeunes, donc qui sont au contact quotidien avec des étudiants, avec des organisations qui travaillent avec les jeunes. Donc ça nous permet, avec des sondages, avec des enquêtes, de cerner quelles sont les thématiques d'abord et quels moyens on peut avoir pour introduire la parole de Dieu et parler de Dieu de façon accessible. Et alors aujourd'hui, c'est quoi ces moyens? Les moyens, c'est montrer que la foi, c'est pas quelque chose de ringard, que ce n'est pas une religion déjà, c'est vraiment une relation avec Dieu. Et je pense que ça s'est vraiment perdu et que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de préjugés qu'il faut casser, qu'il faut arrêter. Et nous, avec notre concept, avec l'événement, les orateurs qui parlent de façon accessible, sans gros mots, sans choses compliquées, mais de façon très concrète, je pense que ça peut casser
des préjugés que les jeunes ont sur la foi. Et puis alors, ce concept de rejoindre justement les jeunes, leur expliquer la force ou le génie de la foi, ça marche? Écoutez, ça, si on le fait depuis 2005, c'est que ça marche. Donc nous, on met toute notre passion et toute notre énergie là-dedans. Et chaque année, on a vraiment des témoignages, des retours de jeunes qui ont été bouleversés. Je peux vous raconter l'histoire de Samuel, un garçon qui est venu à notre dernière édition, qui était pas un skater, mais un garçon qui faisait du BMX. Et il était vraiment perdu, il ne voulait pas venir à match jusqu'au dernier moment. C'est un ami qui l'a poussé, qui a même payé son pass pour qu'il puisse venir. Il a même fait du BMX sur place. Et c'était un garçon qui était tatoué de partout, qui avait des problèmes avec l'alcool, il avait des gros piercings dans les oreilles. Et il a entendu un témoignage d'une fille qui a raconté sa vie et comment Dieu était venu à son secours et avait pu résoudre vraiment les problèmes qu'elle avait dans son cœur. Et ce jeune, ça l'a transformé. Et à partir de ce moment-là, à la fin, il est venu me voir, il m'a remis tous ses piercings dans la main et il m'a dit « Mickey, à partir d'aujourd'hui, je veux changer de vie et je veux repartir à zéro et cette fois avec Jésus dans ma vie. » C'est des témoignages encourageants qui doivent, j'imagine, vous booster aussi pour ces 2 ans de travail pour les éditions, parce que j'imagine que ça doit être lourd à porter comme projet. C'est lourd, mais on est passionné par ça, et quand on entend des témoignages comme ça, je ne vous cache pas que j'avais du mal à cacher mon émotion. Alors avant de conclure, on va juste quand même parler de cette nouveauté pour cette édition 2014. C'est une expérience un peu particulière que vous proposez. Je sais que vous ne voulez pas trop en dire, mais quand même, expliquez-nous un petit peu ce concept. C'est ça, c'est la grosse nouveauté cette année. Je ne peux pas trop vous en dire parce qu'il faut évidemment venir pour la tester. Mais en gros, on vous propose dans un espace de 200 mètres carrés une expérience 4D. Une expérience en 4 dimensions que vous allez pouvoir vivre de façon physique, de façon spirituelle. Et c'est vraiment quelque chose de fort, une expérience que tous les jeunes qui viennent à Made in France pourront faire. Mais malheureusement, je suis tenu au secret. Merci beaucoup. En tout cas, donc on rappelle juste pour ceux que ça peut intéresser que tout ce qui est inscription, programme, tout ça, ça se retrouve sur le site mad-in-france.com. Les dates quand même, parce que ça peut être intéressant. Donc c'est du 30 décembre jusqu'au 1er janvier. Ça se passe à Valence. Ben voilà, écoutez, merci beaucoup Mickey Newberry et puis au Nouvel An alors. Avec plaisir, on se voit là-bas. Merci beaucoup. Au revoir.